Mauser C96. Kalibre 7.63 Mauser. Waffenfabrik Mauser Oberndorf am Neckar. (1912) Charakteristik des Modelle Militaire. Pistolet Mauser C96. Kalibre 7,63 mm Mauser. Kreuz 1,220 kg. Longueur 308 mm. Vitesse Initiale 433 ms. Kapazität d'Expeditions. La Mauser Waffenfabrik, couramment appelée Mauser, est une entreprise allemande de fabrication d'armes installée à Oberndorf am Neckar. Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour cette avant-dernière vidéo, on va dire, puisque pour la saison 2019, il y aura encore une vidéo de test de pénétration en utilisant le 763 Mauser et le 9 mm dans différentes armes avec toujours le même principe que j'utilise, que vous connaissez depuis que vous me suivez. Je vous ai parlé d'armes de poing allemande de la première et de la deuxième guerre mondiale. Alors je vous ai présenté le fameux, alors je vais essayer de bien le prononcer parce que j'ai des puristes dans la communauté et je voudrais pas les vexer. Donc c'est vrai que je me suis longtemps trompé et je disais avant Georges Luger. Je vais toujours dire Georges, ça va pas changer, mais je vais mettre Luger cette fois. Je pense que là j'ai bon. Hein. Et si mon ami là, très fort en allemand tombe là-dessus, bah, qu'il me mette un pouce en l'air. Je vous ai présenté ce pépère de 1918 de notre ami Georges Luger, fabriqué par la DWM à Berlin. Je vous ai présenté son successeur, le P38, avec ce modèle-là qui est un P38 de 1944 qui a été fabriqué pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous ai fait aussi une petite présentation en parlant du 635 et j'ai voulu rendre hommage à un créateur, on va dire, hein, monsieur Fritzmann, qui avait fabriqué un petit 635. Il a une particularité, je le mets dans la vidéo d'ailleurs, il est toujours en catégorie D. Je ne pouvais pas vous parler de toutes les armes de poing allemandes de cette période sans vous parler du mythique pistolet C96 de la firme Mauser. C comme construction en allemand et 96 comme 1896. Dans cette vidéo, ce que je vais vous présenter, c'est la famille Mauser, comme je l'ai fait pour Luger, comme je l'ai fait pour Walter. Je vais vous parler de la famille Mauser, de leur installation à Oberndorf. Et je vous parlerai en particulier de Paul Mauser et de son frère Wilhelm. Je vous présenterai l'épopée du C96 de sa naissance jusqu'à ses dernières modifs qui ont été faites en 1930. On essaiera de regarder un petit peu tout ce qui est poinçon, marquage, numéro de série. À savoir que l'usine Mauser a été détruite en 1945 par les forces d'intervention françaises. Elle a été démantelée et les archives ont été pillées et détruites. Donc il ne reste rien, ou pratiquement rien, de ce fameux C96. Donc les Américains se sont emparés du sujet, les Américains adorent ces armes-là, adorent cette époque-là. Ils se sont emparés du sujet pour essayer de comprendre comment les C96 étaient fabriqués au début, c'est-à-dire en 1896, et comment ils ont évolué au fil du temps. Il y a énormément de recherches américaines sur ce sujet-là. On commence aussi à avoir pas mal d'expertise au niveau de la France, qui sont les premiers qui ont identifié, daté C96 avec l'évolution technique que l'on va voir. Quand vous avez un C96, vous n'aurez jamais la date. Les numéros de série n'ont aucun intérêt. Le seul intérêt qu'ils ont, c'est d'avoir une pièce qui est tout au même numéro. Mais comme Mauser, je vous expliquerai plus loin, a trafiqué les numéros de série pour des raisons purement commerciales. Ensuite, on va regarder, bien sûr, la mécanique, hein, qui est absolument remarquable. Il faut se remettre dans le contexte, hein, il faut se remettre en 1896. Donc essayez de remettre les compteurs à l'envers et vous allez voir que 1896, c'est pas la porte d'à côté. On va regarder
dans le détail ce C96, on va regarder tout ce qui fait qu'on peut le dater, c'est-à-dire tous les éléments qui ont une importance au niveau de la chronologie depuis 1896 jusqu'en 1930. Et vous verrez que c'est assez remarquable. On regardera un peu l'outillage aussi qui était utilisé à cette époque-là pour arriver à fabriquer ces magnifiques pièces. Je vous parlerai aussi du C96 dans le monde du cinéma, des jeux vidéo, de la littérature, de la bande dessinée, parce qu'il a été très rapidement pris comme modèle dans tous ces arts, tout simplement parce que la forme de cette arme-là est reconnaissable immédiatement. C'est-à-dire que quand vous voyez un C96, l'esprit vous fait comprendre que vous êtes à la fin du 19e siècle, début du 20e. La forme est typique de cette époque-là. La famille Moser s'installe à Oberndorf. Si au niveau de la prononciation je ne suis pas pile poil dans l'allemand, je vous demande de m'excuser, mais j'ai pas fait allemand en première langue parce que ma famille étant une famille de résistantes de longue date, ça faisait des ordres de faire allemand en première langue. Donc la famille Moser, le père Andreas, s'installe avec sa femme Maria Agatha à Oberndorf et travaille dans l'Arsenal royal qui a été installé en 1811 dans un ancien couvent par Frédéric Ier. Donc en fait ils ont 13 enfants et le dernier, Peter Paul Moser, va arriver en 1838. Son frère arrivera un peu avant en 1834, Wilhelm Moser. C'est important parce qu'on le reverra dans l'histoire. Et le père Moser, Andreas, travaille dans l'Arsenal royal depuis des années comme ouvrier armurier. Et son fils, qui ne fait pas de longues études, va le rejoindre assez rapidement pour faire son apprentissage. Donc c'était de l'ordre de 13-14 ans, on commençait à rentrer en apprentissage. Donc en fait, Paul Moser va rejoindre l'Arsenal avec 4 de ses frères. En 1859, il va partir faire l'armée pendant plus de 2 ans. Pendant son service militaire, il va se familiariser avec le fusil allemand Dress, que certains doivent connaître, un peu comme le chassepot français. Pour ceux qui s'intéressent aux armes longues, vous avez 2 chaînes, et en particulier le feu aux poudres, qui fait énormément de vidéos sur les armes longues, et en particulier les armes longues de cette époque-là et les armes allemandes, et Romain de l'Église. Alors si vous ne connaissez pas Romain de l'Église, allez le voir, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Il fait des vidéos qui sont de très bonne qualité. Il a une connaissance absolue des armes longues de cette époque-là. Moi, je vais me contenter de parler des armes de poing. Paul Moser, pendant son service militaire, va analyser un petit peu ce fameux fusil Dress. Ce fusil a une particularité, on est en poudre noire, bien sûr, avec une cartouche en papier. À l'intérieur, à cet endroit-là, vous avez une amorce. Et vous avez une aiguille qui traverse toute la culasse, qui traverse la munition en papier, qui vient de taper sur l'amorce. Bon, c'est de la poudre noire en plus, enfin vous imaginez, donc pour la poudre noire, il faut augmenter énormément le calibre pour pouvoir avoir un peu de puissance. Paul Moser se perfectionne pendant cette période de 2 ans avec les armes, le maniement des armes. Il a compris que là, il y avait quand même peut-être quelque chose à faire. Et après son service militaire, il rentre à Oberndorf avec un très court passage à Liège. Son beau-père lui propose une bâtisse, une grange qui va pouvoir lui servir à monter sa première armurerie, premier atelier, et travailler sur la mise au point d'un fusil qui se charge par la culasse. En France, en Europe, ça commence à travailler un petit peu sur tous les domaines. La poudre vive va arriver, donc on va avoir des munitions beaucoup plus petites, mais avec des ogives beaucoup plus performantes. Et il va sortir un de ses premiers fusils, qui est le modèle 1871, le Gevert 1871, qui sera un chargement par la culasse, qui sera déjà un fusil qui sera absolument remarquable au niveau précision, chargement, et qui va être très vite repéré, et il va être très vite repéré par l'armée allemande. Mais comme Moser n'a pas la puissance financière lancée en fabrication, parce que quand on décide, imaginez que ça soit un prototype, demain je décide de le lancer en fabrication pour en sortir 150 000. Il faut s'organiser, vous voyez ce que je veux dire, hein. On bricole pas comme ça, pièce par pièce. Donc lui, il n'a pas les moyens financiers. C'est un fils d'ouvrier, ils n'ont pas de fortune personnelle, c'est pas un notable allemand, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément les finances pour lancer ça. Enfin, il les a même pas du tout. Le modèle 1871, l'armée allemande va le récupérer. Elle trouve qu'il est magique. Mais elle va donner la fabrication à des arsenaux qui ont déjà pignon sur rue. Vous voyez, c'est tout petit peu politique aussi. Enfin, je veux dire, on fait un peu travailler les copains. Et Moser, lui,
qui n'a pas les moyens, il se retrouve un peu coincé. Le modèle 1871, en fait, à part avoir eu une bonne poignée de main et une médaille, bonjour monsieur Paul Moser. Et là, il se dit, le prochain que je vais sortir, il va absolument falloir que je m'organise. Je peux pas rester comme ça. Il travaille sur un nouveau fusil, la poudre vive est arrivée, donc là, il a déjà commencé à trouver lui aussi son chargement par la culasse, qui est l'ancêtre du K98. Mais il ne veut absolument pas que son K98 finisse dans un arsenal chez un de ses voisins, copains du Kaiser. Il aimerait bien quand même pouvoir s'en sortir et faire quelque chose, essayer de trouver une solution pour arriver à financer son fusil, c'est-à-dire même s'il ne le fabrique pas, qu'il touche quelque chose, parce que là il touchait aucune royalty. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez la rage qu'il devait avoir. Ce qui fait qu'il veut absolument verrouiller son truc. Mais le problème, il n'a toujours pas d'argent et il est confronté à un souci, c'est qu'il n'a pas de commande, vraiment de commande. Il fait quelques pièces pour les fusils Dress qui sont fabriqués dans les arsenaux et il perd des fonds, il part très vite vers la faillite. Son frère va mourir assez rapidement d'ailleurs parce que son frère court partout pour essayer de vendre, c'est un peu compliqué. Et à ce moment-là, dès qu'on sait que Moser n'a plus les moyens de payer ses ouvriers et qu'il est en faillite, il y a un banquier qui se présente. C'est la banque du Wittenberg qui lui dit bah, écoutez, on vous rachète tout, on va discuter du prix, et en plus, on vous propose une place de patron dans la nouvelle société. Paul Moser va se retrouver salarié dans une entreprise tout en étant le patron. L'aventure va commencer, et c'est là, si vous voulez, je vais pouvoir vous parler de cette machine infernale qui a été inventée sur un bout de bureau d'atelier. Enfin, 1896, quand j'ai ça en main, si vous voulez, je sais pas. Il y a une espèce de truc, j'arrive pas à comprendre comment ils ont fait, tellement c'est bien fait. Quoi. Tellement c'est bien fait. Enfin, c'est d'une perfection absolument remarquable. Toutes les pièces sont faites à la main, enfin à la main machine, fraiseuse, tour, mais tout est fini à la main. Enfin, c'est un truc. Ça, c'est usiné dans un bloc d'acier. Prenez un bloc d'acier comme ça, et à peu près. Bon acier aussi, prenez un bloc d'acier comme ça et vous sortez un truc comme ça. Moi je suis totalement séduit par ça. On va continuer l'aventure, donc on se retrouve en 1894 dans les ateliers à Oberndorf et vous allez voir un peu ce qui s'est passé et comment il arrive celui-là, parce que c'est pas Moser. Moser n'est pas au courant. Moser ne connaît pas ce truc. Moser le découvre par hasard un matin. Vous allez voir.